on a une très 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 grande dame avec nous aujourd'hui, avec un talent incroyable, Jessica Waradomo. Coucou, merci d'être là, vraiment, mille merci. Merci à vous, merci à toi. Alors, je le dis, je le répète, tu as été footballeuse de l'équipe de France de football. Moi, je le dis parce que je suis très très fan de toi. Vraiment, je te regardais avec des yeux en cœur à la télé. C'est une des meilleures défenseurs de l'histoire de l'équipe de France de football. Tu as énormément apporté à l'équipe. Et aujourd'hui, tu es consultante pour Canal+. Tu as réalisé aussi un documentaire où tu as ouvert la voie sur les joueuses de foot qui peuvent aussi mener une grossesse, sur l'histoire de l'immense joueuse qui est aussi Amel Majri, donc pour Canal+, aussi. Et toi, tu as quand même commencé le foot à un moment où c'était majoritairement masculin. Voilà, il y avait assez peu de place pour les femmes. Qu'est-ce qui a fait que quand même, entre guillemets, tu as sorti l'écrou et tu y es allé et avec beaucoup de résilience, tu t'es dit, j'ai quand même ma place? J'ai déjà eu la chance d'être très bien entourée, d'avoir une famille qui accepte que je fasse du foot. Mon père entraînait dans le quartier à côté de chez moi. Et mon frère aussi jouait au foot, donc j'étais baignée dans le monde du foot. Ma maman allait sur les terrains pour nous voir jouer, donc j'ai eu cette chance-là déjà d'avoir un environnement plutôt positif à la pratique du foot. Après, bien évidemment que quand j'ai commencé à jouer, il y avait très peu de clubs féminins, très peu de jeunes filles qui jouaient au foot. Mais en fait, j'ai juste eu envie de faire ma passion, en fait, tout simplement, de taper dans le ballon comme n'importe quelle personne qui pouvait taper dans le ballon, que je sois une fille ou un garçon, ça ne changeait rien. Et donc, en fait, du tout, c'est vraiment l'amour du foot et la passion du foot qui m'a poussée là où j'en suis aujourd'hui, mais surtout qui m'a donné envie de jouer au foot, ouais. Parfois, la passion, quand elle est là, voilà, on fonce, on ne réfléchit pas et on ose, on adore. Alors, ce qui allait avec le fait que les femmes n'avaient pas beaucoup de place dans le monde du football à ton époque, c'est aussi le fait que du coup, on ne pouvait pas vivre à 100% du football. Donc toi, tu as dû, pendant un moment de ta carrière, cumuler job et football. Donc voilà, une double vie qui fait qu'il y avait énormément de charge mentale. Qu'est-ce que ça t'a appris, ce moment-là, dans ta vie, sur la persévérance, la détermination ? Beaucoup de choses, parce que les journées étaient très longues. J'allais au travail, je partais très tôt le matin, parce que les entraînements étaient en fin d'après-midi, donc il fallait associer les deux, donc pas terminer trop tard le travail, enchaîner avec le sport de haut niveau, partir en déplacement le week-end, poser des congés quand j'allais en équipe de France. Donc c'était beaucoup de sacrifices, une grosse organisation. Je voyais très peu mon mari. Très peu ma famille, mais en même temps, je pense que ce qui vraiment me poussait à faire ça, c'est vraiment l'amour que j'avais pour le foot, être passionnée par tout ça. Je pense que ça demande aussi un environnement qui est bon autour de soi. Donc, j'avais la chance d'avoir une famille et un mari qui était conciliant et qui me laissait aussi pouvoir vivre ça. Tout simplement. Après, je pense qu'il faut aussi se dire que si on veut réussir, il faut travailler, il faut persévérer, et ça demande parfois quelques sacrifices. C'est ce qui s'est passé pour moi, et après, j'ai eu la chance du coup d'en vivre et de vivre vraiment du football, mais pendant une période, au final, c'était mon quotidien, et pour moi c'était normal en fait de partir tôt le matin et de rentrer tard le soir. Mais je pense que pour beaucoup de monde, et c'est pas que dans le domaine du sport, dans le domaine de l'entreprise, il y en a qui cumulent 2 emplois pour pouvoir faire un emploi passion et un autre pour gagner sa vie. Donc je pense qu'il y a beaucoup de monde qui peuvent se reconnaître là-dedans. Quand il faut persévérer, quand on a envie de vivre et vivre décemment, on n'a pas le choix, hein. Complètement, le jonglage et puis la passion qui domine tout ça. Alors, tu viens de l'évoquer, tu as fait des sacrifices. Alors, tu as fait des sacrifices, évidemment, de vie sociale. On ne peut pas tout mener de front. Mais tu as aussi fait, pendant un temps, un sacrifice de vie personnelle. Parce qu'un de tes rêves, on sort de plateau Big Media, on vient d'en parler, mais on a un nouveau public à qui on va raconter aussi cette histoire qui est extrêmement, je pense, universelle aussi dans le monde du travail. C'est que tu rêvais d'être maman et tu t'es dit qu'en fait, tu serais discriminer, peut-être un mot peut-être un peu fort, mais en tout cas que ça te porterait préjudice dans ton travail d'être maman et d'être footballeuse, que ça n'était pas compatible, et pendant un temps, tu as mis une croix dessus. Pour toi, vraiment, il y avait un malus à accumuler les deux, et ça ne pouvait pas se faire à ce moment-là. Oui, parce que tout simplement, il n'y avait pas de rôle modèle. J'avais pas eu d'exemple, moi, en tant que joueuse française professionnelle, être maman en carrière internationale.
On avait les exemples de ce qui se faisait aux États-Unis parce que c'était normal. On avait dans d'autres sports en France les exemples avec les handballeuses notamment, avec Sarah Hamoun à la boxe, avec d'autres athlètes comme ça qui ont montré la voie, mais dans le foot, il n'y en avait pas. Aussi, on n'était pas protégé socialement parlant et on n'était pas protégé aussi en termes de salaire. Maintenant, la FIFA a mis en place une convention qui fait que ça protège la footballeuse vis-à-vis de son club. Elle peut être maman pendant un contrat avec un club et être protégée, notamment en termes de salaire, en termes de tout ça. Et en fait, à mon époque, c'était pas le cas. Et puis, comme j'avais pas de rôle modèle, je savais pas comment mon corps allait réagir. Je savais pas que c'était possible. Les médecins autour de moi et tout le corps médical, et même les clubs, ne savaient pas comment ça se passait. Donc, honnêtement, j'ai pas osé. Ouais, très clairement, j'ai pas osé. C'est un regret parce que j'aurais aimé que mes enfants me voient jouer au foot, bien évidemment. Mais c'est comme ça. Maintenant, ce qui est bien, c'est que les choses ont changé, les choses ont évolué. Et puis, on a eu un magnifique rôle modèle avec Amel Majri, qui est une internationale française qui a osé être maman en carrière. Et je pense que maintenant, les barrières et les portes s'ouvrent de plus en plus. Et on prouve qu'on peut être sportif de haut niveau, être maman, comme on peut être en entreprise et être maman. Une femme, c'est aussi compliqué d'être en entreprise et d'associer la vie de maman. Et c'est aussi compliqué d'être sportif et d'associer la vie de maman. Je pense que c'est pour n'importe quel domaine. Et voilà, on prouve qu'on peut faire les deux. Bien sûr, l'évolution. Et aujourd'hui, toi, tu transmets beaucoup. Parce que je le rappelle, le documentaire Baby Foot que tu as réalisé sur l'histoire d'Amel Majri, dont tu viens de parler, qui, encore une fois, a ouvert la voie dans le monde du football féminin sur le fait de cumuler carrière et le fait d'être mère. Toi, Mads, tu as joué au plus haut niveau possible. Tu as joué avec l'Olympique Lyonnais, qui quand même est l'équipe iconique du football féminin. Tu as joué avec le PSG, qui est une équipe aussi qui est iconique du football féminin. Tu as joué l'Euro, les Champions League, Coupe du Monde. Qu'est-ce que ça t'a appris sur toi-même, le haut niveau dans le foot ? Ça m'a appris la discipline, déjà, dans un premier temps, parce que je pense qu'ici, on veut durer dans ce métier-là, il faut avoir une certaine discipline sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain. Ça m'a appris la persévérance, que c'était possible. Parce que quand j'ai commencé à jouer au foot, et même quand je suis partie en centre de formation à Clairefontaine, le football professionnel féminin n'existait pas encore, donc j'y suis allée juste par pure passion, en fait. J'ai remercié encore mes parents de m'avoir laissé partir à 14 ans de la maison pour aller à Clairefontaine, alors que, au final, c'était pas pour en vivre. Et ça m'a appris aussi que on pouvait mener de front plusieurs choses en même temps, donc les études, le sport de haut niveau, le travail, le sport de haut niveau. Et puis ça m'a appris surtout sur moi-même. J'étais quelqu'un de très introverti et très timide. Bon, ça se voit pas maintenant, mais c'était vraiment le cas. Et je pense que grâce notamment au foot et à tout ça, ça m'a permis de m'ouvrir en tant que femme et être beaucoup moins introvertie. Ouais, donc, on va dire une introspection qui t'a permis de te libérer aussi intérieurement. Ouais. Oui, exactement. Ça m'a permis vraiment de me découvrir en tant que femme, en fait. Savoir que j'étais capable de casser des codes, d'ouvrir la voie, de pouvoir commenter des matchs de garçons à la télé. Tout ça, en fait. Tout simplement, le foot m'a apporté énormément dans ma vie. Ça fait la femme que je suis maintenant. La battante aussi que je suis maintenant pour beaucoup de combats. Et je pense que le sport a été essentiel à ma vie, il l'est encore. Et ça m'a vraiment aidé à être ce que je suis. Ouais. Alors, un engagement très fort que tu as aussi aujourd'hui. Alors, je vais lire parce que tu le sais, l'anglais et moi, ça fait 65. Alors, tu fais partie du Players Voice Panel de la FIFA. Donc, c'est un panel qui travaille beaucoup contre les discriminations et pour l'inclusion. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'avoir été sélectionné pour faire partie de ce panel qui est tout nouveau, qui a 1 an, et en quoi ça consiste ? Ce panel, en fait, il est là. Donc, c'est 16 anciens joueurs et anciennes joueuses professionnelles de football international. On est là pour aider la FIFA, en fait, à essayer d'éradiquer le fléau qui est le racisme et la discrimination dans le foot. Et là, s'il y en a énormément, il y en a de plus en plus. Donc on est là pour apporter notre voix, notre aide, des solutions qu'on pourrait mettre en place. Le fait qu'on puisse parler aussi aux joueurs et aux joueuses à l'heure actuelle, qu'on peut être un relais notamment pour essayer de lutter contre tout ça. On est là pour éduquer aussi la nouvelle génération. Donc on va à la rencontre des jeunes dans les compétitions internationales. Là, j'étais au Maroc pour la Coupe du Monde du 17 féminine pour pouvoir parler à toutes les équipes. Et donc en fait le vrai rôle au final c'est vraiment d'essayer de lutter contre ça. On essaye aussi de mettre en place des choses avec les pays et notamment dans les lois, que ça soit pénalement répréhensible. C'est pas facile, mais on essaye de faire les choses. En tout cas, on se bat pour ça.
Et on a besoin d'actions comme ça, collectives, pour faire avancer la société. Donc merci pour tout ce que tu représentes. Très rapidement, Matt-Jess, petit challenge. En quelques mots, à des jeunes ils ont des épreuves, qui ont des barrières mentales en ce moment pour déconstruire, qu'est-ce que tu leur conseillerais ? Oser, il n'y a pas de code en fait. On est là justement pour casser tous ces codes-là. Quand vous êtes persuadé de pouvoir faire quelque chose, dès l'instant où on est compétent, peu importe d'où on vient, il faut oser. On va avoir des échecs, bien évidemment, on va avoir des potes qui vont se refermer. En fait, il faut essayer de les ouvrir, en ouvrir d'autres et encore d'autres. Il y a plein de manières de faire les choses pour réussir, pour réussir dans ce qu'on aime. Donc, oser, peu importe d'où vous venez. Bien évidemment qu'il y aura des complications, c'est que ça ne nous était pas destiné tout simplement, mais il y a quelque chose de bien qui peut nous être destiné, peu importe où c'est, donc n'abandonnez pas et persévérez. Tu es tellement inspirante, on peut applaudir. Merci énormément, merci de nous avoir écoutés. Merci à vous.